Voilà, donc grosso modo, c'est la méthode utilisée pour déterminer ce qu'on appelle le choix de la canalisation et le choix de la protection. Bon, continuons sur le même chemin maintenant. Ayons le courant d'emploi. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce courant d'emploi pour déterminer ce qu'on appelle la protection ou bien la canalisation? Déjà, je rappelle là la méthode de calcul du courant d'emploi. Ça, c'est déjà vu dans la partie précédente. C'est toujours la puissance utile sur U racine 3 pour trouver là le courant. Okay? Je divise par le facteur de puissance et sur le rendement pour trouver le courant de ligne. Là, c'est le courant de ligne si vous voulez. Ça, c'est tout simplement le S sur la tension, le V. Okay? Je trouve le courant. Je multiplie par le coefficient d'utilisation et le coefficient de simultanéité. Et je multiplie aussi par D. D, c'est quoi? C'est le facteur tenant par les prévisions d'extension. Donc, généralement, pour chaque installation, on a la possibilité d'augmenter cette installation-là, ou bien pour chaque canalisation, on a la possibilité d'augmenter son consommation par 10% jusqu'à 20%, donc voire 25%. Donc là, vous avez quelques valeurs de ces coefficients-là qu'on a déjà énoncés précédemment. Bon. Calcul du courant de court-circuit. Donc, bien sûr, le courant de court-circuit, c'est une grandeur intéressante pour le choix de la protection tout d'abord et pour la détermination de la contrainte thermique pour les canalisations. Donc, choix de la protection, c'est ce courant de court-circuit pour la protection. Pour la protection, toujours il y a des problèmes. Pour la protection, le courant de court-circuit a pour intérêt de déterminer le pouvoir de coupure, c'est-à-dire toujours le ICC, il doit être inférieur à votre pouvoir de coupure. Et bien sûr, il est supérieur au courant de déclenchement magnétique. Donc ça, c'est la règle d'or, si vous voulez, pour le choix des disjoncteurs. C'est-à-dire le ICC, il est supérieur au courant de déclenchement magnétique, mais il est inférieur toujours au pouvoir de coupure. Donc, comment généralement on détermine ce courant de court-circuit et dans quel endroit on détermine le courant de court-circuit? On commence tout d'abord par déterminer ce qu'on appelle la puissance des différents récepteurs, c'est ce qu'on a déjà vu précédemment. Sachant bien sûr les différents facteurs de puissance, facteurs de simultanéité, de coefficient d'utilisation et d'augmentation prévisible, on peut déterminer la puissance du transformateur HTBT, c'est ce qu'on a déjà vu jusqu'à maintenant. Sachant bien sûr la puissance de court-circuit du réseau en amont et bien sûr la tension de court-circuit du transformateur, on peut déterminer ce qu'on appelle le court-circuit au bord du transformateur. Comment on fait ça généralement? Donc, on sait déjà, on a vu dans l'exercice tout à l'heure que le UCC nous permet de déterminer ce qu'on appelle le ZS, l'impédance sortie de votre transformateur, du transfo. Et bien sûr, ayant cette impédance sortie de votre transformateur-là, je peux déterminer le courant de court-circuit au bord du transformateur en divisant le U20, bien sûr, que vous avez déjà sur cette ZS-là. Le U20 sur ZS, ça donne ce qu'on appelle le courant de court-circuit à la sortie de votre transformateur. Donc, ce courant de court-circuit-là, il permet de déterminer ce qu'on appelle la protection en aval, ou juste en aval, juste suivant le transformateur. C'est-à-dire, la protection qui suit le transformateur, il doit respecter cette règle-là pour courant de court-circuit que je viens de calculer là. Pour ce courant-là, il doit respecter cette règle-là. C'est-à-dire qu'il doit avoir de coupure supérieure à ce courant de court-circuit et un courant magnétique, bien sûr, qui est juste inférieur. Maintenant, pour le tableau. Donc, après le transformateur, il y a ce qu'on appelle l'appareillage de protection. Donc, voilà votre transformateur. Par exemple, là, vous avez votre appareillage de protection. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le tableau général basse tension de distribution. Donc, là, je distribue l'énergie. Là, c'est les différents départs. Donc maintenant, pour calculer ces différents disjoncteurs-là, comment on va faire? On doit calculer généralement le court-circuit à ce point-là. Bien sûr, ce court-circuit-là, il doit tenir compte de la longueur du câble de connexion, ce câble-là, et bien sûr du jeu de barre utilisé. Donc, parfois, on peut prendre aussi en considération ce qu'on appelle l'impédance équivalente de votre disjoncteur.
c'est quelques micro-ohms, mais parfois, elle est utilisable aussi. Donc, en prenant en compte cette résistance-là, ou bien ces différentes résistances-là, je calcule le deuxième courant de court-circuit au niveau des départs du DGBT. Donc, pour chaque départ, je dois calculer le courant de court-circuit. Ce court-circuit à ce point-là et à ce point-là et aux différents points permet de choisir ces différents disjoncteurs-là, ces différents dispositifs de protection. Okay? Bien sûr, en respectant toujours cette règle d'or. Et bien sûr, ayant déterminé ce courant de court-circuit-là, bien sûr, pour l'arrivée là, toujours avant l'utilisation, vous avez toujours des... pour l'utilisation, vous avez une longueur de câble et une protection pour laquelle je dois calculer ce qu'on appelle le courant de court-circuit. Maintenant, le nouveau courant de court-circuit, il doit tenir compte non pas seulement de l'impédance sensible du transfert, mais aussi de cette longueur de câble, de ce jeu de barre-là, de cette longueur de câble aussi, et de ce jeu de barre-là. Donc, voilà, là, ce qu'on appelle le courant de court-circuit à l'entrée des tableaux secondaires de distribution. Voilà, les tableaux secondaires. Bien sûr, les disjoncteurs utilisés ici, ils doivent respecter toujours cette règle d'or avec les nouveaux courants de court-circuit que je viens de déterminer. Ensuite, finalement, je dois calculer les courants de court-circuit pour chaque terminal, c'est-à-dire pour chaque matériel que j'ai installé, c'est-à-dire machine, je ne sais pas moi, électro-van, et ainsi de suite. Donc, chaque machine qui est installée dans votre installation, qui est protégée par un appareil de protection, je dois calculer le courant de court-circuit au niveau de ce terminal-là pour calculer, bien sûr, les protections pour cet appareillage-là. Voilà généralement la stratégie qui est utilisée pour déterminer ce qu'on appelle les appareillages de protection, sachant les courants de court-circuit. Revenons maintenant sur cette question de définition de chaque type ou bien de chaque courant. Donc déjà, pour les récepteurs, ils déterminent ce qu'on appelle le courant d'emploi, c'est le IP. Donc ce IP-là, il représente exactement le courant consommé par une ou plusieurs charges selon l'installation que vous avez. Donc ça, c'est le IP. Bon, le courant de réglage de votre appareil de protection, c'est ce qu'on appelle le IN, ce qu'on appelle le I nominal ou bien le IR. Donc, I nominal ou bien IR. La différence entre les deux, c'est que le I nominal, il est défini pour les disjoncteurs pour lesquels vous avez ce courant-là, il est fixe. Okay? Mais le I réglage, il est défini pour les disjoncteurs, les appareillages de protection pour lesquels ce courant-là, il est réglable. Je peux le régler aussi. C'est ce qu'on appelle courant de réglage. Donc, ça, c'est la différence entre cette question de IN ou bien IR. Mais sinon, c'est la même chose. Donc, le IN, toujours, il se trouve entre le IB et le IZ. En fait, c'est quoi le IZ? Le IZ, c'est ce qu'on appelle le courant admissible par la canalisation. Donc là, vous pouvez voir, là, on parle là de canalisation. Le courant admissible. Qu'est-ce que ça veut dire le courant admissible? C'est-à-dire le courant qui peut passer dans cette canalisation-là pendant une durée illimitée sans créer d'échauffement supplémentaire, sans créer de problème. Donc, généralement, ce courant-là, il doit être supérieur, généralement, au courant IN. Mais, généralement, ce courant-là aussi, il est inférieur à 1,45 IZ. Bien sûr, pas obligatoirement le 1,45 IZ, ça peut que ce courant-là soit exactement ce courant-là et le I2 soit exactement ça. C'est ce qu'on appelle le courant conventionnel de fonctionnement. Donc, ça, c'est le courant de surcharge, si vous voulez. OK? C'est-à-dire, généralement, donc, on parle dans ce cas-là, soit dans le cas d'un disjoncteur magnétique, par exemple, on trouve que ce courant-là, c'est le même que ce courant-là. Le I2, c'est exactement IZ. OK? Mais pour les protections par fusible, c'est ce qu'on va voir par la suite dans le tableau, dans le tableau normatif, que le I2, il peut avoir des valeurs allant de IZ jusqu'à 1,45 IZ selon le cas d'utilisation. Donc bon, donc ces courants-là, ils sont définis par la canalisation. Ce courant-là, il est défini par la protection. Ce courant-là, il est défini par les récepteurs. Bien sûr, pour ces courants-là, c'est quoi? Ça, c'est le courant de court-circuit triphasé. Donc, votre disjoncteur, il doit avoir un courant de réglage inférieur à ce courant-là et il doit avoir un pouvoir de coupure supérieur à ce courant-là. Donc, on définit, si vous voulez, dans ce schématique-là, 3 zones. La zone A, c'est la zone de sécurité. La zone B, c'est la zone de chauffe, de canalisation. Et la zone C, c'est la zone de danger.
C'est la zone dans laquelle je dois déclencher la protection. Donc, la règle de protection, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure là. Donc, critère de choix d'un disjoncteur. Il faut que le courant de nominal ou bien le courant de réglage soit supérieur ou égal à IB et inférieur ou égal à IZ. Et le pouvoir de coupure, il doit être supérieur au courant de court-circuit triphasé. Pourquoi le courant de court-circuit triphasé? C'est-à-dire, c'est le courant de court-circuit maximal en fait. Car en fait, on peut imaginer plusieurs types de court-circuit. Donc là, vous avez votre transformateur par exemple, ou bien votre triphasé. Je peux imaginer là un court-circuit équilibré, tel que celui-là. Là, c'est un court-circuit équilibré. Mais je peux imaginer ça. Là, vous avez votre triphasé. Je peux imaginer un court-circuit monophasé, ou bien entre deux phases. Je peux imaginer un court-circuit entre phase et neutre. Là, c'est le neutre. Je peux imaginer un court-circuit entre phase et terre. OK, et ainsi de suite. Donc là, les différents courts-circuits, chaque court-circuit, il peut créer un courant de défaut plus ou moins grand. Mais le court-circuit qui crée le courant maximal, c'est le court-circuit triphasé équilibré. OK, ce courant 2, c'est le courant de ICC triphasé. C'est ce courant-là qu'il faut calculer pour choisir le disjoncteur de protection. Donc, pour la protection par fusible, c'est dans ce cas-là où il faut prendre en considération cette question de 1,45 fois IZ. C'est-à-dire, normalement, le fusible a ce qu'on appelle une courbe de fusion. Donc, ce qu'on a vu dans l'exercice, si vous vous souvenez très bien, donc vous avez cette courbe-là, et vous avez bien sûr des courbes, pardon. Vous avez des courbes comme ça. Pour chaque courbe, vous avez un courant nominal. Bien sûr, pour ce courant-là, ça ne fond pas. C'est ce qu'on appelle le courant de non-fusion. Et bien sûr, vous avez ce qu'on appelle le courant de fusion. Les courants supérieurs à ce courant-là, ils vont permettre de fondre ce fusible-là, mais pour des temps qui sont variables, allant de quelques secondes, par exemple, jusqu'à quelques microsecondes. Okay? Par exemple, pour ce courant-là qui est vraiment très grand, il fond dans un instant qui est différent pour ce courant, qui est nettement inférieur, pour ce courant qui est un peu inférieur. Donc, c'est pourquoi, généralement, on prend en considération cette question de fusible, du fait qu'il permet d'ajouter une contrainte supplémentaire sur l'échauffement de cette canalisation. Donc là, si vous voulez, c'est un résumé de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc, vous avez le courant IB, c'est le courant d'emploi. Ce courant d'emploi permet de choisir la protection. On choisit le courant IN ou bien IR, qui est supérieur ou égal à IB. Normalement, il doit être juste supérieur, pas très supérieur. Normalement, on doit avoir le IR ou bien le IN juste supérieur à IB. Pas vraiment très, très supérieur. Donc là, selon le cas, selon le type de protection que vous avez, donc si vous avez une fusible, dans ce cas-là, le IZ égale à 1,31 fois IN. Si IN il est inférieur à 10 ampères, 1,21 fois IN. Si IN il est supérieur à 10 ampères, mais inférieur à 25 ampères. IZ égale à 1,1 fois IN si IN il est supérieur à 25 ampères. En fait, vous pouvez me dire d'où viennent ces valeurs-là. Ce sont des valeurs qui proviennent de la norme. Donc, ce sont des tests try and error afin de définir ces différentes valeurs-là. Donc, ces valeurs-là, elles sont inscrites maintenant noir sur blanc dans la norme. Vous pouvez les utiliser. Donc, si vous avez une protection par fusible, il faut utiliser ça. Pour calculer le courant admissible IZ, il faut utiliser ces facteurs-là dans le cas de protection par fusible. Si vous avez une protection par disjoncteur, dans ce cas-là, toujours IZ égale à IN, ou bien IR, ce que vous avez. Ayons maintenant ce courant IZ, donc ces deux points-là, ils permettent de déterminer ce qu'on appelle le courant admissible dans la canalisation IZ. Ayons maintenant ce courant IZ-là, je dois déterminer ce qu'on appelle le IZ'. Le I'(Z), en fait, il permet de faire quoi? Le I'(Z), il permet de prendre en considération ce qu'on appelle les modes de pause. Les modes de pause. Qu'est-ce que ça veut dire mode de pause? C'est-à-dire le mode d'installation de votre câble.
est-ce qu'il s'agit d'un câble qui sera, par exemple, suspendu en l'air, transporté par des pylônes, par exemple, ou bien une câble qui sera enterrée, ou bien une câble qui sera suspendue dans les caniveaux, ou bien une cadre qui sera dans le faux plafond, et ainsi de suite. Donc, selon la pose de votre câble, vous avez des facteurs, bien sûr, qui proviennent de la norme toujours. Vous avez des facteurs F1, F2 jusqu'à F10. Donc, le I'(Z) tout simplement est égal à IZ sur F. Il est clair que si F égale à 1, le I'(Z) égale à IZ. C'est-à-dire, si vous avez une pose idéale, dans ce cas-là, vous avez I'(Z) égale à exactement IZ. Ce qui n'est pas le cas toujours, donc il faut à chaque fois calculer ce I'(Z) selon le mode de pose utilisé. Bon. Donc, le courant admissible équivalent dans la canalisation. Donc, c'est ici I'(Z). Donc là, pardon, là, c'est I'(Z). Là, c'est IZ en fait. Pardon, c'est pas le IB. Donc, égal à IB ou bien IN, égal à IN, si disjoncteur. OK? Donc, I'(Z) égale à tout simplement, c'est IZ sur F1 fois F2 jusqu'à F10. Là, vous avez des facteurs qu'il faut les prendre en considération, qui tiennent en compte les paramètres de l'environnement et les modes de pose de votre canalisation, de votre câble, afin de corriger ce courant IZ. Et bien sûr, sachant ce courant I'(Z) là, on va choisir directement la section sur des tableaux qui sont donnés par les constructeurs de la canalisation. Donc, je laisse cette partie-là pour la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer directement avec ce qu'on appelle les modes de pose de canalisation. Donc, les différents facteurs, on va essayer de les traiter ensemble avant de commencer le choix de votre canalisation. Donc, oui. Moi, j'ai une petite question sur les facteurs qu'on a utilisés pour calculer le courant. Par exemple, vous avez le facteur d'utilisation, de simultanéité et d'extension. Moi, je voulais savoir, puisque généralement ces facteurs sont donnés, si je suis en train de dimensionner une installation, comment je vais, par exemple, en fonction de mes récepteurs, calculer leur facteur d'utilisation et de simultanéité? Si vous ne savez pas ces Oui. facteurs-là. Oui, bon, je parle dans le cas pratique, puisque dans le cas pratique, on va pas, c'est pas quelque chose qu'on va nous donner. Il va falloir les calculer. Comment je les calcule? Comment calculer ces facteurs d'utilisation et ces facteurs de simultanéité? On a déjà parlé de ça. On a déjà parlé de ça 2 fois. J'ai expliqué ce concept-là dans une séance. Vous pouvez revenir aux vidéos précédentes. Vous allez trouver la réponse à votre question. Il y a un problème parce que... J'ai déjà expliqué ça 20 fois. Non. Oui? Monsieur, il y a un problème au niveau de cette vidéo de la séance où vous avez expliqué le facteur de simultanéité. Vous nous avez envoyé avec l'invitation la vidéo de l'avant-dernière semaine, pas de la dernière semaine. Normalement, vous avez tous l'accès. On n'a pas encore reçu. Normalement. Oh non, on n'a pas reçu l'enregistrement du 3-11. De la séance dernière. Oui. Vous pouvez revoir. Wesh كلكم ما عندكمش l'accès la séance dernière? Est-ce que tout le monde? Dans la séance dernière, non. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. On n'a pas l'accès de télécharge. Oui, monsieur. Oui. Je vais voir. L'enregistrement que vous avez joigné avec l'invitation, c'était de la séance du 27-10, l'avant-dernière séance. Il nous faut maintenant juste la dernière séance, la séance Moi, du ce 3. que j'ai fait là, c'est que je partage toujours avec vous automatiquement tous les vidéos qui sont enregistrées. Donc, toutes les vidéos qui sont enregistrées. Vous l'avez ouvert maintenant, monsieur. Oui? Vous l'avez ouvert maintenant, ok, je vais monsieur. voir. Merci, monsieur. Je vais voir. Je vais essayer de la repartager avec vous. Ok. Je vais voir. Donc, ces différentes séances-là, je vais essayer de les repartager avec vous. C'est bien. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Ok, bon, c'est bon. Donc, on va attendre la vidéo pour vous. Ok, très bien.